plus insupportable quand on est béarnais, c'est lorsqu'on nous demande « et c'est où ?» Bienvenue dans Éclosion, le podcast où des professionnels inspirants nous racontent leurs projets de vie et leurs histoires de carrière. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Éclosion. Aujourd'hui, on plonge au cœur du Béarn, une région pleine de charme et d'opportunités. Et pour nous guider dans cette exploration, j'ai le plaisir d'accueillir Didier Laporte, président de la Chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn. Dans cet épisode, on va découvrir pourquoi installer son entreprise ou investir dans le Béarn en 2025 est une idée géniale. On parlera des atouts du territoire, des actions de la CCI, de l'impact des grandes écoles et de pourquoi Pau est une ville où il fait bon vivre et travailler. On abordera aussi les filières d'excellence, les ambassadeurs du Béarn, bien sûr, le rôle du sport avec des clubs emblématiques comme la section paloise, le Pau FC ou encore l'élan béarnais. Et pour finir sur une note détendue, Didier se prêtera au jeu du portrait chinois spécial Béarn. Vous découvrirez quel lieu, plat, événement ou tradition béarnaise le représente le mieux. Alors installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et laissez-vous embarquer dans cette discussion passionnante sur le Béarn. C'est parti, bonjour Didier. Bonjour David. Et est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Donc avant d'être président de la Chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn, je suis d'abord transporteur routier de voyageurs. Une entreprise familiale que j'ai eu la chance de reprendre à la suite de mon père dans les années 80, fin des années 90, en 1999-2000, où j'ai repris une entreprise qui avait une taille plutôt modeste. On était à l'époque entre 20 et 30 collaborateurs et autant d'autocars. Ouais. Et aujourd'hui, à cette époque-là, nous n'étions que sur le département des Pyrénées-Atlantiques. Depuis, on a migré en quelque sorte, on a eu l'opportunité dans le cadre d'opérations de croissance externe d'abord d'aller dans les Hautes-Pyrénées, à Lourdes et Cauterets. Et aujourd'hui, donc, on est un peu plus étendu tant sur le département des Pyrénées-Atlantiques que sur le département des Hautes-Pyrénées, puisque aujourd'hui, ce sont un peu moins de 300 collaborateurs, ce sont 8 ou 9 sites d'exploitation qui vont... Donc forcément, le siège social est à Lagos. Lagos est une petite bourgade en pays de Nice. C'est aussi la capitale de l'Algarve, mais pas celui-là. Non. Ou la capitale du Nigeria, mais c'est pas celui-là. Donc une petite bourgade là où j'ai le siège social du groupe. Ouais. Nous sommes également présents historiquement à Lourdes, Cauterets, Barèges, Tournai, Séméac pour les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques. Donc on est aux portes de Pau, à Morlas, à la zone Gaston-Phébus, mais également à Pontchèque-Viellepinte, Pontac, Pardis, Arzac, Lens, et voilà, je crois que j'ai à peu près. Et Serre-Casté. Voilà aujourd'hui où nous sommes installés. Ouais, entreprise familiale. Donc... Une entreprise familiale. Ouais. Une entreprise familiale dans laquelle je suis tombé petit et probablement demain peut-être une nouvelle saga familiale, puisque deux de mes filles aînées sont elles kinésithérapeutes, donc elles ne viendront pas faire du transport de main. Mais la dernière, on a étudié pour pouvoir reprendre la succession, tout au moins intégrer l'entreprise. Donc, voilà. Super. Donc voilà. Bravo pour Merci. ce parcours. Et après, alors ça c'est le parcours professionnel, entrepreneurial, et vous êtes aussi président de la Chambre de commerce. Voilà, et je suis tombé dans les mandats très rapidement. Ouais. En fait, mon papa a toujours été animé par a eu toujours eu cette fibre un peu de l'intérêt général et de l'intérêt syndical, professionnel, à destination des chefs d'entreprise. Donc assez rapidement, il m'a un peu bercé à ça et m'a amené progressivement à m'intéresser au syndicat des transporteurs, dont je suis encore président aujourd'hui, donc depuis 2001, je crois. Ce qui m'a donné comme opportunité de pouvoir embrasser plusieurs mandats patronaux. Tout d'abord, le premier, ça a été le Conseil des prud'hommes de Pau, en section commerce, où j'ai exercé pendant 15 ans. 15 ans, alors très vite, j'ai occupé des fonctions de président d'audience, président de section, donc voilà, parce que c'est un mandat que j'ai beaucoup aimé. C'est un mandat qui est très formateur. Formateur forcément dans le domaine du droit du travail, inévitablement. Oui, bien sûr. Mais aussi dans la relation avec parce que c'est un organisme paritaire, donc avec les organisations syndicales de salariés. C'est donc en termes de dialogue social et tout ça, je trouve que c'est très formateur. Donc moi c'est un mandat que j'ai beaucoup aimé, donc je l'ai fait jusqu'en 2016, de 2001 à 2016. D'accord.
où j'ai arrêté parce que ça faisait déjà quelques années où je gravitais déjà au sein de la CCI, puisque dès 2007, enfin, j'avais été élu en 2004, mais comme simple élu de chambre de commerce et d'industrie. En 2007, Patrick Destampas, mon prédécesseur, lorsqu'il a été élu à la présidence de la CCI, m'a demandé de le rejoindre dans l'équipe du bureau pour pouvoir assurer la charge de trésorier, ce que j'ai fait jusqu'à mon élection en 2016 donc à la présidence. Et donc voilà. Et donc bon, je ne pouvais pas être président du conseil, de la section commerce du conseil des prud'hommes de Pau et être président de la chambre de commerce et d'industrie. C'était pas incompatible. C'était juste le temps qui m'aurait probablement manqué. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai cédé cette place-là. Voilà. Et avant de démarrer dans le vif du sujet, en études, vous avez fait quoi? Je sais que vous êtes diplômé d'une grande école une grande école de commerce, celle de Pau. Alors à l'époque, c'était pas ça. À l'époque, j'ai un parcours très atypique. À vrai dire, lorsque j'étais jeune et petit, je rêvais d'embrasser une carrière militaire. Ah oui? Ouais. Ce qui peut parfois se comprendre par mes traits de caractère, enfin, ça peut se deviner. Mais, et donc, c'est comme ça que j'ai eu la chance, donc, par concours, d'intégrer le Prytanée national militaire, alors même que mes parents n'étaient absolument pas militaires. J'ai eu cette chance-là, donc, de pouvoir intégrer le Prytanée national militaire. Donc, j'ai fait mon bac, en fait, et mon lycée, je l'ai fait dans un lycée militaire, donc à La Flèche, dans la Sarthe. Mais très vite, tout le monde s'est rendu compte que je n'étais pas fait pour cette carrière militaire à laquelle je rêvais peut-être. Alors, c'est peut-être le prestige de l'uniforme, je ne sais pas ce que c'était, mais bon, voilà, il y avait quelque chose qui... Mais quel âge c'était Eh bien, quand on rentre au lycée, on passe le bac à 18, et donc les 3 années précédentes, quoi, 15 ans. De 15 à 18. Oui, c'était un rêve d'ado, quoi. Ah oui, c'est ça. Et puis, en fait, en réalité, très vite, il est apparu chez moi quelques velléités ou appétence plutôt pour le commerce et la finance, puisque j'avais créé au sein du Prytanée national militaire, j'avais créé un club d'investissement. Ah oui. Donc, qui était un système, un système par abondement, qui fonctionnait un peu comme une SICAV monétaire, donc sous forme associative bien évidemment. Et donc, lorsque mes parents étaient venus voir, alors on avait une structuration militaire, lorsque mes parents étaient venus voir justement le capitaine qui commandait la compagnie des terminales, il leur avait dit, je ne sais pas ce qu'il veut faire l'année prochaine. Et bon, écoutez, alors le capitaine leur avait répondu, ce qui était un ancien légionnaire, il leur avait répondu, ne cherchez pas qu'il fasse du commerce, qu'il s'inscrive. Voilà. Donc c'est comme ça que je m'étais retrouvé d'abord à faire une prépa, donc prépa sub de co à la Villa Formosa à Pau, lorsque l'école de commerce était à la Villa Formosa à Pau. Et de là, donc, je n'avais pas réussi mon concours pour rentrer à l'SKE de Pau, parce que à l'époque, on était l'SKE de Pau. Et je n'avais pas réussi mon concours, mais parallèlement à ça, j'avais réussi mon entretien d'entrée ou mon concours d'entrée à ce qui était hier l'IFSAC, l'Institut de formation. Ce qui est le bachelor aujourd'hui. L'Institut de formation supérieure, action commerciale, donc c'est ce qui est devenu depuis le bachelor. De l'ESC Pau, puis d'Éclore School of Management. Et donc, à l'époque, nous étions installés à l'ESCAR, là où il y avait déjà l'IPC, l'Institut de promotion commerciale, qui était un organisme de formation de la CCI de Pau, à cette époque-là, installé déjà à l'ESCAR, qui est devenu ensuite le CNPC Sport. Et avant que... se dessine déjà le rapprochement entre l'IFSAC et l'ESC Pau à l'époque où j'étais déjà étudiant. Et voilà. Donc, j'ai été diplômé donc, de l'IFSAC, je crois que c'était en 1980, non, c'est 86, 7, 8, dans ces eaux-là. Je ne m'en souviens pas bien. Je m'en souviens pas 89, du coup. Puisqu'après de là, je suis parti en fac. Je suis parti en fac parce que, je voulais reprendre l'entreprise familiale. C'est que, ah oui, était loin déjà l'idée de faire une carrière militaire, donc c'était déjà un vieux rêve, ou une lubie, puisque rêve peut-être, un rêve d'ado. Comme certains veulent devenir pompiers, moi je voulais devenir militaire. Et donc je suis rentré donc, à la fac de Pau, où j'ai passé un diplôme universitaire en logistique et réglementation des transports, puisque l'idée c'était quand même de pouvoir intégrer l'entreprise familiale tôt ou tard. Et alors le métier c'est pas un métier, mais le rôle d'un président de chambre de commerce et d'industrie, c'est quoi?
Alors, le rôle d'un président de la Chambre de commerce et d'industrie, je ne sais pas s'il faut parler du rôle du président, du rôle de la Chambre. C'est le rôle du président, c'est déjà le président après la Chambre. Mais voilà, le rôle d'un président, c'est d'essayer d'animer, une équipe d'élus, de collaborateurs, et en essayant de fixer un certain nombre de caps et d'objectifs dans les missions qui doivent être celles d'une Chambre de commerce et d'industrie. Alors, je ne sais pas si je fais très bien ce rôle, j'essaie de le faire le mieux que je peux. C'est en associant et en essayant d'associer collaborateurs et élus à l'élaboration et à la co-construction d'un projet commun pour essayer de faire avancer notre territoire. Et justement, parce que je considère qu'une Chambre de commerce et d'industrie, elle a ce rôle-là. Ça doit être un facilitateur de développement économique, ça doit être un facilitateur de mise en relation et de mise en réseau des entreprises. Ça doit être un facilitateur pour le recrutement de collaborateurs qui soient formés et en réponse à des besoins de territoire. Voilà. C'est un petit peu tout ça, et c'est ce qu'essaie de faire une chambre de commerce et ce que essaie de faire celle-ci en particulier. Donc un acteur important du territoire. Et justement, on est sur un territoire qui a beaucoup d'atouts. Est-ce que vous pouvez nous parler des principaux atouts justement du Béarn qui en font un territoire attractif pour les entreprises et les investisseurs? Oui, alors le Béarn a plein d'atouts. Alors c'est un territoire, on a un peu tous tendance à dire que c'est un territoire un peu béni des dieux, parce que quand on regarde déjà d'un point de vue économique, c'est un territoire qui affiche une très grande vitalité économique et une très grande dynamique économique. Alors ça tient d'abord à son histoire. Deux histoires un peu parallèles, mais qui finalement ont évolué un petit peu concomitamment. La première, c'est le bassin de Lac avec la découverte du gisement de gaz, qui a permis de développer toute une activité du sous-sol, une activité de la chimie autour du gaz, et bien évidemment l'exploitation du gaz. La seconde, c'est un gars qui est assez génial, qui au fond de son jardin installe un atelier mécanique, qui est un gars qui vient des pays de l'Est, Józef Tidowski. Avec des origines polonaises. Voilà, avec des origines polonaises. Donc, à l'époque, on avait peur du plombier polonais. Voilà, c'était le mécanicien polonais qui a cette idée géniale pour devenir turboméca et le major et le leader de la turbine d'hélicoptère dans le monde. Bon, aujourd'hui, c'est Safran Helicopter Engine. Donc, on a ces deux aventures qui ont quelque part forgé fondamentalement le Béarn, qui en ont fait deux filières d'excellence. Oui. Alors aux côtés desquelles, bien évidemment, et parce qu'on a un territoire qui s'y prête particulièrement, c'est tout ce qui est autour de l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, où on a Euralis qui est un grand major et un grand faiseur, bien évidemment autour de la semence, du maïs, dans un pays ce qui est relativement vert quand même. Avouons-le, donc c'est plutôt propice. C'est vrai. Qui est plutôt propice à la culture du maïs. Et donc tout ce qui tourne autour du maïs, avec bien évidemment, comme on est quand même frontalier avec les Landes, tout ce qui est l'agroalimentaire autour du canard, avec les filières amont et aval, et où on a quelques grands conserveurs locaux, bon, bien évidemment Euralis, mais avec des gens beaucoup plus ancrés sur leur territoire, comme Mirabel, Laguillon et autres conserveurs. Donc on a ça. Et donc ces trois filières, ces trois atouts, donc c'est pour la partie économique. Pendant longtemps, le Béarn a été le deuxième bassin économique de Nouvelle-Aquitaine, à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Alors je dis pas longtemps, on pourrait considérer encore que c'est le deuxième bassin. Vous savez que chaque fois qu'il y a une élection consulaire, on fait une pesée économique des territoires, et dans le cadre de cette pesée économique des territoires, on mesure qui arrive en tête, qui arrive en second, etc. Entre Bordeaux et Bordeaux, alors bien évidemment, c'est Bordeaux et Pau. Alors Pau, on a été second pendant très longtemps, on s'est fait détrôner parce que la Saintonge et La Rochelle ont décidé de fusionner dans la Charente-Maritime, ce qui est assez logique pour un département, ce qui est logique peut-être pour les Charentais maritimes, mais peut-être pas forcément pour les Pyrénées-Atlantiques, où on a encore deux CCI, et donc voilà. Si on fusionnait les deux CCI, forcément, on serait juste derrière Bordeaux. Donc donc on a été détrôné par eux, mais on reste quand même un territoire très dynamique. Mieux, en matière de recherche, il faut savoir quand même sur le cas. Alors là, par contre, ça c'est incontestable, on est quand même le deuxième bassin de recherche, après bien évidemment la Gironde et Bordeaux, sur ce territoire.
Donc sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà. Donc premier atout, donc des atouts, ils sont plutôt au pluriel, des atouts économiques, avec là aussi on peut continuer à la précision là-dessus sur la partie économique, avec un taux de chômage particulièrement bas, très en deçà des moyennes régionales et nationales. Régionales et nationales, oui. Avec une particularité sur le Haut-Béarn où on pourrait considérer qu'on est vraiment sur un chômage structurel et non pas conjoncturel, puisqu'on est en dessous aujourd'hui des 5%. Et donc, j'ai toujours entendu dire que 5% était plutôt un taux de chômage qui était proche du plein emploi. Proche du plein emploi, oui. Deuxième type d'atout, c'est notre art de vivre, c'est notre cadre de vie, on a quand même un territoire, quand on regarde comment très attractif. Très attractif. On a les montagnes, malgré le réchauffement climatique, qui nous permettent encore de skier l'hiver, de faire de magnifiques randonnées l'été. Et à côté de ça, on peut aller se faire un plouf ou aller faire un peu de surf à Biarritz. Et on est grosso modo, quand on est à Pau, on est à 1 heure de la montagne et à 1 heure de Biarritz. Et dans la même journée, on peut faire les deux. D'ailleurs, ça existe, je crois, ça s'appelle du flocon à la vague. Du flocon à la vague. Donc ça existe, le challenge existe d'ailleurs. Et bon, c'est... il faut s'organiser. Il faut être très organisé. Bon, et enfin, troisième type d'atout, qui est un peu autour de l'art de vivre, mais pas que. On a quand même, c'est une terre riche de culture. On a été très longtemps, certains l'utilisent encore, de France et de Navarre. Nous étions quand même la Navarre. Le berceau de la Navarre était ici. Donc voilà, on a une culture assez forte. Alors une culture, certes identitaire, mais on a aussi, pas que. On est le berceau quand même de grands hommes historiques, tels qu'Henri IV forcément, Bernadotte, donc la couronne de Suède. Et puis de manière plus contemporaine, on a quand même aujourd'hui le Premier ministre. Donc voilà, on a quand même une terre fertile, et je penserai les Louis Barthou et autres qui sont passés bien avant. Et avec également, et donc pour clore le chapitre des atouts, on le disait, compte tenu un petit peu de notre géographie, une terre de sport. Alors avec aujourd'hui en plus de nombreux clubs professionnels qui évoluent dans l'élite. Alors, au premier rang desquels forcément, c'est une terre de rugby, la section paloise, mais on a le Pau FC. Le Pau FC en football, en Ligue 2, on a l'élan Béarnais. En Pro B, pour le basket, et on a club de hand, club féminin de rugby, on a un territoire, il y a un terrain de jeu extraordinaire. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. On y est bien. Voilà. Donc des atouts et des opportunités aussi. Et maintenant, si on veut parler un peu des actions de la CCI, de la Chambre de commerce et d'industrie, quels sont les projets récents et futurs de la Chambre de commerce et d'industrie pour soutenir les entreprises locales et attirer peut-être de nouveaux investisseurs aussi? Alors, d'abord, peut-être pour parler d'abord de l'attirance des nouveaux investisseurs. Assez naturellement, parce qu'il y a une culture de l'industrie ici sur ce territoire, les investisseurs se tournent assez naturellement vers le Béarn. Parce qu'il y a des outils, parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Aujourd'hui, je pense que le Béarn a besoin, parce qu'il attire quand même. On a une université qui avec ses labels ICIT, notamment son label ICIT, qui attire déjà un certain nombre de chercheurs et qui a focalisé une partie de sa recherche un petit peu par rapport à l'ADN du territoire dont on parlait tout à l'heure, par rapport aux grands faiseurs. Je considère qu'on a le groupe Éclore qui aujourd'hui répond à ces attentes-là en matière de formation des managers de projet ou des managers d'entreprise de demain. Donc assez naturellement, je considère qu'on attire. Peut-être avons-nous un cap à passer, c'est-à-dire à être beaucoup plus sélectif dans les investissements qui doivent être faits sur le territoire pour avoir une cohérence et une stratégie globale et d'ensemble pour éviter peut-être de s'éparpiller et avoir plutôt
voilà, on avait hier toute l'ingénierie du sous-sol et toute l'industrie du sous-sol avec Total, enfin Elf Aquitaine au début, Total Énergie ensuite, avec Turboméca hier et au Safran Helicopter Engines aujourd'hui. On a des industries de pointe qui ont été encore pour Safran Helicopter Engines qui sont toujours qui sont pérennisées en tout cas sur qui sont toujours au top niveau et qui font partie des majors de l'économie mondiale dans leur domaine. Je pense qu'il faut qu'on vise toujours cette excellence quelque part. Et c'est pour éviter de trop s'éparpiller, et notamment dans des contextes où la frugalité en matière de consommation des territoires et de terres, et notamment parce que il faudra que demain nous mangions et continuions à manger, et donc il faut s'inscrire plutôt dans des réhabilitations de friches et dans une forme de frugalité foncière en matière de développement économique. Je pense qu'on a tout intérêt, nous aussi, à être plus exigeants, plus sélectif dans les dossiers qui doivent venir rejoindre le territoire et s'inscrire plutôt dans une stratégie globale où le territoire dans son ensemble et l'ensemble des acteurs du territoire sont en capacité de pouvoir apporter également à ces filières-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas, il faut pas faire venir d'investisseurs et de nouvelles industries sur le territoire, mais je pense qu'il faut que ça réponde à une stratégie globale. Ouais. Non, c'est un petit peu ce que l'on fait. Il faut avoir un cap et une stratégie bien définie. Bon, aujourd'hui, il y a un virage qui est pris. Hier, on faisait de la chimie sur le bassin de Lac, et la chimie autour du soufre et du gaz sur le bassin de Lac. Aujourd'hui, on s'oriente beaucoup plus vers la chimie verte, vers l'utilisation de biomasse, vers les énergies renouvelables. Voilà, donc c'est pas incompatible. C'est juste qu'à un moment donné, il faut se réorienter. On a donc toute cette filière de l'aéro qui marche plutôt bien dans un contexte qui est plutôt morose globalement économiquement parlant. L'aéro se sort plutôt pas mal du sujet, mais je pense qu'il y a encore un certain nombre de filières sur lesquelles on peut avancer, on peut continuer à définir une stratégie d'avenir et de développement du territoire. Et pour ça, c'est là où il faut qu'on se donne des outils. Donc, pour revenir à la question posée, je pense que les actions que nous devons mener en faveur de ce territoire, c'est justement de se doter de l'outil qui, à mon avis, aujourd'hui n'est pas suffisamment... Enfin, il est encore un peu trop hétérogène ou un peu trop éclaté au sein de l'ensemble des acteurs de développement économique de ce territoire. C'est d'avoir une agence de développement et d'attractivité de ce territoire. C'est ça qu'il faut que nous ayons. Pour structurer peut-être. Pour structurer. C'est surtout pour fédérer l'ensemble des initiatives. Et fédérer, oui. Voilà, on se met en commun pour réfléchir et définir la stratégie globale. On fédère l'ensemble des actions pour qu'elles soient beaucoup plus efficaces et efficientes. Et du coup, 1 euro investi en matière de développement économique ou d'attractivité aura certainement un impact beaucoup plus important que si nous le faisions, nous mettions chacun notre morceau d'euro ici ou là. Mais on sent qu'il y a quand même une vraie volonté aussi de la part des acteurs de pouvoir se structurer. Je pense que l'échelle des grandes régions, et nous en plus la Nouvelle-Aquitaine, on a une très très grande région puisque on la compare souvent à la taille, c'est la taille de l'Autriche. Les gens lorsqu'ils découvrent notre territoire et les capacités de notre territoire, ils ont plutôt tendance à vouloir investir, mais il faut quand même aller les chercher. Il faut les chercher, communiquer. Il faut les communiquer, il faut communiquer, il faut que l'on montre qu'on mette en avant les atouts dont on parlait avant, les capacités qui étaient les nôtres. Il faut que demain, on arrive à structurer l'ensemble des acteurs pour qu'on ait une stratégie de marketing territorial, global, ce que je disais par rapport à ça, avec une stratégie de marque, avec une stratégie de filière, et du coup, avec quelque part un peu de prospective aussi pour les habitants de ce territoire, parce que le Béarnais plutôt tendance à vouloir vivre un peu caché. Quand on pose la question à la population, aux citoyens béarnais, lorsqu'on pose la question, est-ce que demain, vous imagineriez un Béarn millionnaire, alors millionnaire en termes de nombre d'habitants, tout le monde dit doucement. Doucement.
faut pas quand même non plus que ça devienne, voilà, faut pas que ça devienne non plus une métropole. Oui, c'est même parce que c'est normal. Après, ces valeurs d'authenticité, de proximité, elles sont aussi là parce que voilà, on est sur un territoire où les gens se connaissent. Pau, c'est un grand village, quoi. C'est ça. Voilà. Mais c'est ça parce que pour ça qu'on se sent bien. Culture. C'est ça, c'est cette culture. C'est cette culture. Ok. Alors, en tant que président de Chambre de commerce et d'industrie, vous avez aussi un rôle à jouer dans la grande école de commerce qui est Éclore. Et alors la question c'est comment les grandes écoles comme Éclore ou les institutions de formation supérieure contribuent-elles à l'attractivité du Béarn pour les entreprises, hein, évidemment. Bien sûr. Il ne peut pas y avoir d'attractivité économique s'il n'y a pas des réponses en matière d'enseignement supérieur. Ouais. C'est impératif. L'attractivité d'un territoire, c'est un tout. Il y a forcément le dynamisme économique dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, on l'a. Ça, on l'a. Il y a forcément le cadre de vie. Ça, on l'a aussi. Ça, on l'a aussi. Mais il y a également, deuxième problématique, on va avoir déjà la première problématique de l'emploi du conjoint. Parce que pour faire venir des talents sur un territoire, on vient rarement seul, on vient avec un conjoint et parfois même des enfants. Et donc déjà, il y a une première problématique, c'est la problématique de l'emploi du conjoint. Donc il faut qu'il y ait suffisamment d'activité économique, de vitalité économique et démographique sur un territoire pour que des conjoints aient envie de venir, quelles que soient leurs compétences, quelles que soient leurs appétences, et qu'on puisse leur trouver également un travail. Ça, je pense que ça aussi, on l'a. On parlait tout à l'heure du taux de chômage. On a aujourd'hui des entreprises qui cherchent à recruter à peu près dans tous les domaines. Aujourd'hui, un collaborateur qui voudrait venir avec son conjoint sur le territoire, les deux peuvent trouver du travail. Après, le troisième volet de la familiale par rapport à ça, c'est l'offre d'enseignement supérieur. C'est-à-dire, en plus, il faut fixer après quand même quelque part les populations. Oui. Et donc, il faut permettre à des cadres sup qui vont avoir des enfants qui veulent faire des études de pouvoir trouver sur le territoire, si possible, une offre d'enseignement supérieur qui soit à la hauteur des attendus, des attendus de ces gens-là. On a une université qui offre aujourd'hui, qui a des domaines, notamment en matière de droit public, sur lesquels elle est plutôt au top, lettres, et historique, et historiquement, côté sciences également. On a, nous, de notre côté, l'école de commerce, elle a plus de 40 ans. 50. C'est 50 même, c'est plus de 50 ans. Donc, voilà. Donc, je pense que voilà, on a un peu tout ça. Et école d'ingénieur aussi. École d'ingénieur, on n'en a pas parlé, école d'ingénieur, et CYTech, CISI, donc aujourd'hui, je pense qu'on a à peu près tout. La seule chose que nous n'avons pas, c'est que nous n'arrivons pas à le faire savoir. Oui. On contribue à le faire savoir. Voilà, et c'est exactement ce que l'on fait justement dans ce podcast. On essaie de le faire savoir, et c'est ça. Il faut qu'on arrive à le faire savoir. Ouais, c'est vrai. Ok pour ça. Alors Pau, le slogan de la ville de Pau, c'est Pau, ville capitale humaine. Capitale humaine. Okay. Donc on est sur une verticale bien-être. Et en quoi Pau se distingue-t-elle comme une ville où il fait bon travailler? Alors pourquoi il fait bon travailler? Je pense que d'abord la taille de la ville. La taille de la ville. L'étendue géographique de la ville, et même la géographie de la ville, de l'agglomération et du Béarn dans son ensemble, on a le sentiment d'être dans une zone plus ou moins rurale. Parce que c'est vrai que dès que vous sortez de Pau, vous êtes tout de suite dans la nature. On est tout de suite dans la nature, on est tout de suite au milieu des champs de maïs. Quand on arrive depuis Bordeaux, depuis le nord, on traverse des étendues de forêt. Mais Pau est une ville construite dans une forêt. Mais c'est ça, dans une forêt et sur un rocher. Voilà. Et donc je pense que le premier, la première raison, c'est certainement celle-là, c'est et la taille et la géographie. La proximité avec la nature, quoi. Mais en fait, tout ça, c'est autour du cadre de vie et du cadre de vie et de l'art de vivre aussi, parce qu'il y a les deux. Il y a un ensemble, c'est que et puis je pense que c'est aussi le niveau des emplois. Je ne sais pas quel est le niveau moyen du pouvoir d'achat au niveau de Pau et du Béarn, mais on n'est pas parmi les plus bas de France, ça j'en suis à peu près convaincu compte tenu justement de nos CSP. Ce qui fait que
tout ça, c'est un tout qui fait que c'est une ville où il fait bon vivre et bon travailler. Et bon travailler. C'est un tout. Je ne fais pas que bon vivre. Non. On va terminer sur une note un petit peu plus détendue. Je vous ai préparé un petit portrait chinois. Vous l'avez vu ou pas? Oui. Oui. Un portrait chinois berné, pour le coup. Ouais. Donc, portrait chinois, le principe, vous le connaissez. Je donne, si vous étiez, voilà, vous me dites. Et là, en l'occurrence, c'est sur le Béarn. Donc, si vous étiez un lieu emblématique du Béarn, lequel seriez-vous? Alors, justement, parce que vous me l'avez donné un peu à l'avance, j'ai réfléchi, j'ai dit, je ne veux surtout pas tomber dans les clichés sur lesquels on pourrait tomber habituellement, parce que bon, alors voilà, vous allez me demander le lieu emblématique, vous allez me demander le personnage emblématique et tout ça. Alors, je pourrais répondre forcément le château, Henri IV, le pic de Midi d'Ossau, et je ne sais quoi d'autre. Donc, alors, voilà, non. Et là, je tombe dans les clichés, et voilà. Et donc, alors, je ne voulais pas être original, mais je voulais essayer que ça représente. Mais je savais que vous n'alliez pas tomber dans les clichés. Que ça représente des choses sur lesquelles au moins moi je m'engage. Ouais. Alors le lieu emblématique, on va dire l'aéroport, parce qu'on parlait tout à l'heure voilà, du cadre de vie, des infrastructures, et voilà, on parlait un petit peu de tout ça. Et l'aéroport, je trouve que c'est l'infrastructure, bon d'abord parce qu'il est très ancien, il y a fort longtemps l'aérodrome du Pont-Long qui est devenu depuis l'aéroport pour Pyrénées. Ouais, les frères Wright. Avec les frères Wright, donc avec la première école au monde d'aviation, de pilotage. Ouais. Donc voilà, donc c'est l'aéroport de Pau parce que nous avons alors, aujourd'hui qui connaît voilà, des difficultés, des heures difficiles parce que un contexte concurrentiel difficile, parce que des changements d'habitude en termes de déplacement professionnel. Oui. En termes de déplacement professionnel, voilà, ou avec le développement avec de la téléconférence, voilà, avec une prise de conscience aussi en matière de responsabilité sociétale, écologique, pas que entreprise, mais aussi individuellement, on a pris tout ça, font que cet ensemble fait qu'aujourd'hui l'aéroport voilà, est dans une situation un peu compliquée, et donc voilà, je le prends à lui parce que je fais partie de ceux qui disent qu'il est un outil indispensable au développement économique de ce territoire et au désenclavement de ce territoire. Sur le papier, on est à peu près bien lotis. On a un aéroport, on a une gare, on a une autoroute, enfin un réseau routier qui est plutôt pas mal. Exception faite peut-être en allant vers le sud et vers l'Espagne, où on est un peu enclavé parce qu'il y a la barrière naturelle des Pyrénées. Mais voilà, on a besoin de ces infrastructures. Aucune infrastructure n'est superflue, elles ont toutes leur utilité. Et c'est pour ça, voilà. Donc, alors, j'allais pas dire l'autoroute A65, parce que ce serait mon métier qui voudrait plutôt que je parle, ou le tunnel du Somport que je parle de la route. Mais non, on va dire, voilà. Donc, le lieu emblématique, on va dire l'aéroport. Ouais. Si vous étiez un événement sportif à Pau, puisqu'il y en a plusieurs, des grands événements sportifs. Alors parce que je pourrais dire le rugby parce que c'est terre de sud-ouest, je pourrais dire voilà le foot parce que c'est le sport populaire en français. Non, un événement, pas un sport. Alors l'événement, l'événement c'est l'étape du Tour, enfin c'est le passage du Tour de France. Je pense que Pau a été ville-étape, c'est une des villes qui a été le plus souvent ville-étape depuis que le Tour de France existe. Oui, c'est vrai. Le Tour de France a un peu plus de 100 ans, alors Pau n'a pas 100 participations au Tour de France. Mais ça ne doit pas être bien loin. Ouais, ça ne doit pas être bien loin, à mon avis. Donc, Pau a souvent été ville-étape. Bon, alors, et si je parle de l'événement, alors de l'étape du Tour, parce que bon, alors d'abord, le vélo, c'est un sport populaire qui rassemble, qui, en général, on apprend à marcher, on apprend à faire du vélo. C'est vrai. Quand on est petit, on sait les deux. Après marcher, on apprend à faire du vélo. Et les deux, on ne le perd plus après. Une fois qu'on sait marcher, on sait marcher pour la vie. Voilà. Le vélo, moi aussi. Bon, ensuite, parce que voilà, c'est les Pyrénées, on a un terrain de jeu extraordinaire. Bon, c'est un sport que je pratique, donc, que ce soit autant sur la route que en VTT. Ouais. Voilà, donc je mettrais plutôt celui-là. Puis après, ça reste quand même un événement à rayonnement international, ce que l'on veut essayer de faire. Ça reste, qui s'inscrit complètement dans l'air du temps en termes d'éco-responsabilité, voilà, et de préservation de la planète et du climat. Donc, voilà, à part toutes les voitures balais qui... Oui, et la caravane du Tour avant. La caravane du Tour avant. Mais le vélo en lui-même. Voilà. Oui. Et puis, bon, c'est un sport d'équipe qui se pratique individuellement, où la performance est... Alors, certes, elle est individuelle à terme,
Mais bon, Mais elle est collective elle est collective, avec beaucoup de stratégie, avec, voilà, donc beaucoup d'innovation, beaucoup de... Voilà. C'est vrai. Et puis à Éclore, on a aussi une filière cycle. Absolument, voilà, Sport donc et technique. avec Voilà. sport technique, voilà, donc voilà, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Donc si vous étiez une personnalité historique du Béarn. Alors là, je vais rendre hommage à quelqu'un de la plaine de Naï. Alors c'est pas très historique parce que il n'est décédé que depuis 10 ans. Mais voilà. Je vais prendre Pierre Laguillon. C'est un entrepreneur qui a créé une entreprise de conserverie sur la plaine de Naï. Alors au départ, c'était sur le village de Bust et aujourd'hui, ils sont sur la plaine de Naï. Donc, entrepreneur dans le domaine de la conserverie du canard et du cèpe, donc qui sont des choses sur lesquelles on est quand même assez attaché ici en Béarn. Bien sûr. Donc, voilà, le canard gras, le foie gras et les cèpes. Qui a démarré, c'est un autodidacte pur, qui a démarré avec peu et qui a fait évolution de son entreprise. Aujourd'hui, il n'est pas rare de trouver des produits Pierre Laguillon dans les supermarchés dans le nord de la France. C'est vraiment pas rare. C'est quelqu'un qui a mené une vie publique pendant, je pense, toute la fin de sa vie, et pendant au moins une quarantaine d'années. Il a été maire de son village, il a été engagé ici à la CCI de Pau, il a été longtemps membre du bureau, il a été, pour le compte de la CCI de Pau, le président de la foire de Pau, lorsque celle-ci était alternativement présidée par la ville de Pau et par la CCI tous les 3 ans. Donc il a été, pendant longtemps, il a assumé ce mandat-là. Donc voilà, c'est la personnalité à laquelle je voulais rendre hommage. Et un peu, ça fait 10 ans qu'il est décédé. Bon, c'était une figure. Et puis après, qui a eu un mandat politique. Il a eu l'occasion d'être député. Il a été longtemps député suppléant. Et de François Bayrou, lorsque François Bayrou était député, lorsque François Bayrou a été appelé au ministère de l'Éducation nationale de reprise, c'est à cette époque-là que Pierre Laguillon était également député Pyrénées-Atlantiques Nord. Donc c'était un petit clin d'œil. Le fameux pic, si vous étiez un pic des Pyrénées. Alors le pic... Voilà, vous n'avez pas le choix. Mais non, ici, il y a plein de choix. Parce qu'on est sur la chaîne des Pyrénées, il y a plein de choix. Alors forcément, tout le monde voudrait que je parle de Jean-Pierre, donc le petit nom du pic de Midi-d'Ossau. Non, et alors moi, je trouve que, parce que bien moins connu, bien moins majestueux, moi j'avais parlé du pic d'Annie. Ah oui. Le pic d'Annie, alors qui forcément est un peu moins connu, mais qui n'a pas moins d'intérêt, parce qu'il est au carrefour de l'Espagne, du Pays Basque, du Béarn, et donc il a lui aussi, et donc c'est un petit peu ce que moi j'ai essayé de faire avec la CCI, donc c'est essayer d'ouvrir le four et d'ouvrir le territoire. Et voilà, et sans chercher à dominer, comme peut l'être le pic du Midi-d'Ossau qui veut un peu dominer ici. Alors certes, il est vachement plus emblématique, le pic du Midi-d'Ossau. Le pic d'Annie est un peu plus confidentiel. Mais il n'a pas, je trouve qu'il n'a pas moins d'intérêt. Donc, je ne cherche pas à la lumière, c'est peut-être plus que la lumière, c'est le rôle que peut jouer chacun. Et donc, le pic d'Annie peut jouer ce rôle-là. C'est vrai. Et enfin, pour terminer, si vous étiez un vin ou un spiritueux du Béarn. Alors là, par contre, j'ai beau essayer d'être original, mais si je voulais être taquin, je dirais le Béarn ou le Madiran. Bon, franchement, non, je trouve que le Jurançon a fait d'énormes progrès ces dernières décennies. Aujourd'hui, il peut fièrement arborer la devise qui est affichée sur le fronton de la ville de Jurançon, roi des vins, roi des rois. Donc oui, forcément, je vais rester sur le Jurançon. Alors ayant plutôt de l'appétence plutôt pour les secs, je vais plutôt choisir le Jurançon sec, mais il y a du Jurançon avec des bulles aussi. Il y a du Jurançon avec des bulles aussi. Oui, alors ça par contre, je suis moins fan. Bon, tout le monde veut faire son vin pétillant. Les sons que ça, la champagne fait ça très bien. Donc, de grâce, laissons faire ça au champagne. Mais on arrive à la fin de notre discussion. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. C'était très, très inspirant. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir du Béarn ? Non, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est que ça reste un territoire prospère, attractif, dans lequel il fait toujours bon vivre et bon travailler. En fait, tout ce qu'on a essayé de faire ressortir dans le cadre de cet entretien, c'est continuer
apporter ce qui a fait le Béarn jusqu'à maintenant, ses valeurs, sa culture, voilà, et la préservation de l'ensemble de ses savoir-vivre et savoir-être. Voilà, que le Béarn continue comme ça encore de nombreuses années, en étant peut-être un peu plus sous le feu des projecteurs. Qu'on communique un peu plus. Quoi. Qu'on communique un peu plus. Nos atouts. Pour que nous n'ayons pas, notamment, à justifier, ce qui rend le plus insupportable quand on est béarnais, c'est lorsqu'on nous demande « et c'est où ?» Et quand il faut commencer à dire « c'est entre Biarritz et Lourdes ». Ou alors quand on fait l'énorme erreur que de dire que le produit du Béarn, c'est la sauce béarnaise. Non, le produit du Béarn, c'est le jambon de Bayonne, c'est le béret basque. Je fais exprès de dire ça parce que le jambon de Bayonne, il est fait avec du sel de Salis, et c'est que comme ça que l'on peut faire du jambon de Bayonne. Oui, c'est vrai. Voilà. Le béret basque, il n'est absolument pas basque, il est béarnais. Voilà, il a trouvé son berceau en Haut-Béarn, en Haut-Laurent, chez Lolaire, qui était le président fondateur de la CCI pour Béarn. Voilà, une fois que j'ai dit tout ça, voilà, merci pour cet entretien. Merci à vous, Didier. Merci, David. Merci de nous avoir écoutés, et n'hésitez pas à mettre un j'aime, un petit pouce là où vous êtes sur la plateforme. Prochain épisode dans une quinzaine de jours. Merci et à bientôt sur Éclosion.